Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le 20h, dont voici les grandes articulations. Les questions de paix et de sécurité sont une priorité absolue, raison pour laquelle le Premier ministre Komi Lom-Klassou a participé au nom du chef de l'État au Forum international de Dakar sur ses idéaux, une 3e édition qui était un cadre d'échange et de proposition de solutions efficaces aux défis sécuritaires de l'heure. L'intégration est une nécessité pour l'Afrique de l'Ouest face aux défis de la mondialisation. Et dans le cadre d'échanges réguliers sur ce processus d'intégration, justement, les ministres du commerce de la CEDEAO sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu de la rencontre tout de suite dans ce journal. Et puis, bientôt les fêtes de fin d'année et le balai de dons aux enfants démunis a déjà commencé. L'Agence de solidarité nationale a reçu la visite du Père Noël arrivé de Chine. Voilà donc pour les titres de ce journal. La paix et la sécurité sont et demeurent des conditions sine qua non pour la stabilité des États. Et avec le développement, ils constituent un triptyque interconnecté pour le bien-être des populations. Et c'est fort de ce constat que pour une 3e fois consécutive, les parties prenantes africaines et leurs partenaires internationaux se sont retrouvés à Dakar, au Sénégal, en début de semaine pour échanger et proposer des solutions efficaces aux défis sécuritaires du continent. Et c'est le Premier ministre Komi Lom-Klassou qui a représenté le chef de l'État à ce forum de haut niveau. Le compte rendu de la rencontre avec Isidore Koubati. L'Afrique fait face aujourd'hui à des défis sécurité complexes. L'enjeu numérique, la cybercriminalité, le drame humain lié à l'immigration clandestine, la problématique de la préservation des richesses minières et maritimes, la propagande djihadiste avec la secte islamiste Boko Haram et les compléments de Daesh qui continuent d'ensanglanter le continent dans une fureur aveugle de haine. Voilà autant de challenges liés à la sécurité qui interpellent les dirigeants africains au plus haut niveau. Au regard de cette situation totalement inédite dans les annales de l'histoire des crises sécuritaires sur le continent et de la persistance du fléau, le rendez-vous de Dakar est devenu incontournable pour les dirigeants africains. Pour cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le président Faure Gnassingbé a été représenté par le chef du gouvernement, Komi Lom-Klassou. Aujourd'hui, il est urgent d'identifier une solution globale permettant d'articuler une politique de sécurité et de défense adéquate, d'où la thématique retenue pour la 3e édition du Forum de Dakar, l'Afrique face à ces défis sécuritaires, regard croisé pour des solutions efficientes. Cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a pour ambition de s'inspirer des expériences et des leçons apprises des assises précédentes pour proposer des solutions efficaces face aux crises sécuritaires sur le continent. La force du Forum de Dakar, c'est aussi rassembler l'ensemble des acteurs concernés par les questions de défense et de sécurité dans un cadre informel de libre-échange pour sortir des idées et discours convenus. Tel est aussi le sens du panel de haut niveau que nous venons de réaliser. C'est cela le message de Dakar, une réflexion libérée et décloisonnée sur les défis sécuritaires de l'Afrique pour des réponses concertées. L'adoption d'une stratégie globale de lutte contre l'insécurité sur le continent a été aussi au cœur de la rencontre de Dakar. Pour y parvenir, il est d'abord demandé à chaque État de mettre en place un système de prévention et de riposte interne. Le renforcement des capacités militaires de chaque État, la réforme de la gouvernance politique et la promotion d'un développement économique inclusif sont entre autres pistes de réflexion explorées. Les chefs d'État et de gouvernement présents à ce forum de haut niveau ont également partagé leur expérience sur la prise en compte effective du triptyque paix, sécurité et développement afin de favoriser la cohésion sociale. Le lien est très fort entre
la notion ou les concepts de paix, de sécurité et de développement. On peut dire aussi entre sécurité, démocratie et développement. Je crois que c'est tous ces concepts qui se retrouvent dans les 17 objectifs du développement durable, déclinés en sens aussi cible. On ne peut pas aller vers le développement si il n'y a pas la possibilité aux citoyens et citoyennes de sortir, d'entreprendre librement des activités. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas la stabilité dans nos États. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas la paix. Et donc, tout se tient. Alors, je crois le triptyque est une réalité. Ce que je voudrais ajouter, c'est que aucun pays aujourd'hui ne peut se targuer. Et donc, nous devons, comme l'a dit un grand homme dans mon pays, lorsque la case de ton voisin brûle, il faut rapidement l'aider à éteindre. Sinon, il suffit qu'un vent prenne et c'est la tienne qui va partir aussi en fumée. Ça veut dire quoi? La notion de sécurité aujourd'hui interpelle toute la communauté internationale. Mais maintenant, individuellement, chaque pays doit faire un effort pour que les valeurs démocratiques s'enracinent afin que les jeunes qui se livrent à volo au djihadisme, au terrorisme, peu importe le terme qu'on lui donne, que ces jeunes, lorsqu'ils seront préoccupés par des activités rémunératrices, ils ne vont plus se laisser aller. Donc, le développement, la paix, la sécurité, ou le développement, la démocratie et la sécurité sont des valeurs qui se tiennent et nous devons travailler pour que ces valeurs aillent de l'avant, particulièrement pour notre continent, l'Afrique, afin que nous connaissions un vrai développement inclusif. Le sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, qui s'est tenu du 10 au 15 octobre dernier à Lomé, a donné naissance à la charte dite de Lomé. Cette charte a également nourri les débats du panel des chefs d'État et de gouvernement qui clôturait la 3e édition du Forum de Dakar. L'émergence de l'Afrique passe aussi par la sécurisation de ses océans et de ses côtes. Ainsi, l'adoption finale de la charte de Lomé permet aux États de disposer d'un instrument juridique pour profiter au maximum des ressources marines. 90% des échanges commerciaux, que ce soit en importation ou en exportation, passent par la mer. Et si nos États, surtout le continent africain, on ne peut pas utiliser cet espace marin pour booster l'économie sur le continent, je crois que ce serait un vœu pieux de développement durable et viable, partagé, c'est-à-dire inclusif. Alors, la charte de Lomé, ce qu'on doit retenir, c'est que les 54 États africains se sont mis d'accord pour créer un cadre juridique harmonisé, ce qui n'existait pas. Donc aujourd'hui, la charte constitue un cadre juridique harmonisé pour permettre à la fois une lutte préventive et un combat efficace contre les pirates, mais également contre les trafics d'armes, de drogue, d'organes humains. La drogue, les armes qui malheureusement déstabilisent nos pays. Et aussi, cette charte un volet qui aborde la pollution marine. Il faut lutter aussi contre la pollution, ne pas faire des océans, des mers, des déchets, des lieux où on doit laisser tout ce que nous ne voulons pas sur le continent. Pour un pays qui est un archipel comme le Cap-Vert, ce cadre juridique est vraiment décisif. Nous sommes des pays, nous sommes un pays, un archipel qui est touché pour divers trafics de drogue,
de trafic d'armes, il y a le phénomène de la piraterie maritime. Et alors, pour nous, c'est vital que les États africains puissent, premièrement, obtenir un accord non seulement sur l'essentiel de la charte qui a été signée pour beaucoup d'États, mais surtout sur les annexes plus de détails, plus détaillés, plus techniques qui sont ouverts jusqu'à maintenant. La France, partenaire des pays africains dans la lutte contre le terrorisme, a une fois de plus réaffirmé son engagement à soutenir ses partenaires afin de venir à bout du fléau. Elle a par ailleurs salué la neutralisation de Daesh en Libye tout en reconnaissant que ce n'est qu'un pas de franchi. Conscients des défis sécuritaires sur le continent, les dirigeants africains ont réaffirmé lors de la célébration du 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba leur volonté d'ériger en priorité absolue les questions de paix et de sécurité avec l'objectif d'une Afrique libérée des conflits d'ici à 2020. À marge des travaux du forum, le chef du gouvernement, Commissaire Selom Klassou, a eu un tête-à-tête avec le président du Sénégal, Macky Sall. Autre défi que veulent relever cette fois les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est celui de la mondialisation. Et ils choisissent comme démarche l'intégration. Et c'est justement pour la développer et la réaffirmer que les ministres du commerce de la CEDEAO sont réunis depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Sonia Menikbo et Esther Laclé. Malgré les efforts menés à plusieurs niveaux, la libre circulation des personnes et des biens peine à devenir une réalité concrète dans la sous-région ouest africaine. À Lomé, il est question pour ces ministres du commerce des États membres de la CEDEAO de mener des réflexions sur la gouvernance commerciale dans la sous-région. Ça va nous permettre de mesurer à quel niveau le commerce intra-régional est. Si on va faire des évaluations sur certaines entraves aux échanges des biens et des personnes, et ça va alors aboutir à décrypter. Quelques soucis techniques, nous reviendrons tout à l'heure sur cette rencontre des ministres du commerce de la CEDEAO. Le temps de vous informer également que des statistiques environnementales pour adapter l'appareil national aux exigences des objectifs du développement durable ODD au Togo sont inclus dans une étude réalisée pour insuffler un nouveau dynamisme au secteur de l'environnement dans notre pays. Le contenu de cette étude dans ce commentaire de Komu Poyode. Des statistiques comme seule référence pour la prise des décisions en faveur du développement socio-économique durable. L'appareil statistique national n'a aucune raison de faillir à cette logique qui appelle tous les secteurs à s'inscrire dans la dynamique. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières tire ainsi son épingle du jeu. Ces études statistiques, qui font alors objet d'échange, constituent l'état des lieux et donc source d'informations pour des actions face aux défis qui attendent. Pour que la structure centrale soit très forte, il faut que la base, c'est-à-dire que les statistiques sectorielles, soient bien outillées, bien renforcées, et cela permettra à la structure centrale de mieux fonctionner. Cette étude permet d'avoir une disponibilité plus précise sur les statistiques environnementales. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est qu'elle nous permet d'avoir des structures, éventuellement, des structures pour pouvoir aller de l'avant. Le ministère est déjà en amont, c'est-à-dire que le ministère prend déjà des dispositions pour pouvoir répondre au suivi des 15 prochaines années. Il s'agit à travers cette démarche de parvenir à des stratégies adéquates en vue de lutter efficacement contre les changements climatiques. La mise en place de ces statistiques environnementales est une véritable contribution à l'atteinte des objectifs du développement durable auxquels le Togo a souscrit. Et parlons toujours de l'environnement. Un mécanisme est mis en place depuis peu dans 2 localités du pays. Il s'agit des
éco-villages qui mettent au centre du développement de ces communautés l'homme et l'environnement. Et après la phase pilote, il est question d'implanter des éco-villages sur toute l'étendue du territoire national. Kwame Wantogbe, Louis Kassi pour des précisions. Les catastrophes naturelles, notamment les inondations, la sécheresse, sont une résultante des changements climatiques que subit le monde. L'une des stratégies adoptées par le ministère en charge de l'environnement pour lutter efficacement contre ces phénomènes naturels est l'éco-village. Mise en œuvre dans les villages d'Andopomé et d'Onomadé dans les préfectures de Lavé et Yoto, pour la phase expérimentale, l'éco-village consiste à mettre l'homme au centre des actions de développement tout en protégeant l'écosystème. Vu la réussite de la phase pilote, un programme national est proposé pour étendre ces éco-villages à l'échelle nationale. Le document qui vient d'être soumis à validation est structuré en 6 composantes. Il y a une composante qui concerne la bonne gouvernance des ressources naturelles au niveau local. Il y a une composante qui concerne la gestion des ressources en eau. Il y a une composante qui concerne l'énergie renouvelable. Et il y a une autre composante qui concerne les activités génératrices de revenus en lien avec la protection de l'environnement. Ce document nous permet d'identifier d'autres actions prioritaires d'investissement à mettre en œuvre dans d'autres localités du Togo et également propose des mécanismes et sources de financement potentiel des éco-villages. Véritable outil de développement pour soutenir et renforcer la résilience des populations, l'éco-village a favorisé l'accès à l'eau potable, la promotion de l'énergie renouvelable à travers l'installation des centrales solaires et la promotion de l'écotourisme dans sa phase expérimentale. Une fois validé, le programme national des éco-villages permettra au ministère de trouver d'autres sources innovantes de financement de ces villages écologiques. Je vous le disais tantôt, dans le cadre des échanges réguliers sur le processus d'intégration, les ministres en charge du commerce de la CEDEAO sont depuis ce matin en réunion à Lomé. Il est question pour eux de renforcer cette intégration devenue une nécessité pour relever les défis de la mondialisation dans l'espace CEDEAO. Le compte rendu avec Sonia Aminikbo et Esther Laclé. Malgré les efforts menés à plusieurs niveaux, la libre circulation des personnes et des biens peine à devenir une réalité concrète dans la sous-région ouest africaine. À Lomé, il est question pour ces ministres du commerce des États membres de la CEDEAO de mener des réflexions sur la gouvernance commerciale dans la sous-région. Ça va nous permettre de mesurer à quel niveau le commerce intra-régional est. Si on va faire des évaluations sur certaines entraves aux échanges des biens et des personnes, et ça va alors aboutir à décrisper cette situation d'entrave qui existe entre nous encore. Et il est lieu de faire en sorte que le commerce intra-africain, des échanges entre pays africains, prédomine sur d'autres échanges avec d'autres continents. Parmi les dossiers les plus importants, il y a le dossier relatif au processus de signature des accords de partenariat économique signés entre l'Afrique de l'Ouest à travers la CEDEAO et l'Union européenne. Il y a aussi la question de renégociation des tarifs à l'OMC que les différents États membres ont engagés. Cette session ministérielle fait suite à la réunion des experts et ceux-ci ont eu préalablement à examiner diverses questions relatives aux enjeux commerciaux dans l'espace communautaire. Et ce sont les conclusions de leurs analyses qui sont passées en revue pour une meilleure intégration sous-régionale. Cette intégration participe du souci de surmonter les obstacles que représente l'exiguïté des marchés nationaux en permettant à nos producteurs de réaliser des économies d'échelle et de bénéficier de la mise en place d'infrastructures au niveau régional, de resserrer les liens commerciaux entre nos pays avec l'élimination effective de toutes les barrières. Il sera également question d'organiser la 8e foire commerciale de la CEDEAO qui se tiendra en 2017 à Niamey au Niger et mener des réflexions sur les relations commerciales que la Commission entretient avec ses partenaires comme les États-Unis d'Amérique, la Chine ou encore la Turquie.
une synergie d'efforts pour faire face aux nombreux défis liés à la mondialisation. Ils étaient à l'honneur le 5 décembre dernier. Ces hommes et femmes qui, sans contrainte, ont choisi de se mettre au service des communautés pour leur développement. Eux, ce sont les volontaires et ils sont des milliers de par le monde. Le programme de volontariat est initié depuis 2011 déjà par le gouvernement togolais afin de permettre aux jeunes demandeurs d'emploi d'acquérir de nouvelles compétences susceptibles d'améliorer leur employabilité. Mais quel est l'apport du volontariat, ou plutôt du volontaire, dans le développement socio-économique du pays? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Viviane Nsouvi et Nathalie Panegué. Depuis 2011, le gouvernement togolais a initié le programme de volontariat afin de permettre aux jeunes demandeurs d'emploi d'acquérir les premières expériences. Ce jour, plus de 1000 volontaires sont déployés sur toute l'étendue du territoire et ils apportent leurs compétences au développement socio-économique du pays. Les volontaires sont présents dans plus de 900 structures et interviennent dans plusieurs domaines, santé, agriculture, communication, environnement et bien d'autres secteurs. Dans chacun des secteurs, les volontaires ont apporté un changement à écouter les communautés bénéficiaires, à voir les volontaires, leurs témoignages et tout ce qui se passe sur le terrain. C'est un travail incommensurable qui a été effectué. Comment ils font le travail, comment ils vont là où en temps normal d'autres personnes n'accepteraient pas d'aller. Comment ils se sacrifient, comment ils prennent des risques pour changer les choses. Donc je pense que tout ça, c'est très apprécié. La participation des volontaires est très remarquable dans le développement des communautés. Et pour pérenniser ce programme, des stratégies sont mises en place. Nous sommes à l'étape des réformes. La loi dit que le volontariat, c'est 5 ans. Les gens viennent pour 5 ans. Ils veulent attendre 5 ans avant de chercher du boulot, avant de pouvoir chercher à s'insérer. Tout ça là, il faut qu'on puisse donner la chance à d'autres personnes. Les structures d'accueil également, c'est un défi parce que certaines structures d'accueil, les volontaires viennent, font un travail extraordinaire. Au lieu de recruter des volontaires, ils recrutent d'autres personnes. Quand nous envoyons des volontaires, c'est pour aussi vendre l'expertise des volontaires. Quand un volontaire arrive dans une structure d'accueil, la structure d'accueil voit en ce volontaire des compétences, il faut que tout de suite, la structure d'accueil écrive à l'agence pour dire que je vais garder ce volontaire. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas que les jeunes croisent les bras, attendent que quelqu'un va venir leur ouvrir les portes. Il faut qu'eux-mêmes se fassent confiance, eux-mêmes soient optimistes, eux-mêmes soient courageux, eux-mêmes prennent leur destin dans leurs mains. Le volontariat est une expression active de la participation civique des jeunes et constitue un puissant outil de mobilisation citoyenne pour le développement socio-économique du Togo. Notons que chaque année, plus d'1 milliard d'hommes et de femmes sur le plan international se portent volontaires pour mettre leur expertise au développement des communautés dans le monde entier. Après son passage à l'examen périodique universel le 31 octobre dernier, notre pays, le Togo, a reçu des recommandations à mettre en œuvre dans le cadre du respect des droits de l'homme. Et en attendant l'adoption définitive du rapport en mars 2017 prochain, le CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, et l'UPR Info sont déjà en discussion avec les organisations de la société civile sur justement la mise en œuvre de ces recommandations issues de l'EPU. Le reportage est signé Gérard Lagoudou. Pour aller plus loin dans la mise en œuvre des recommandations issues du second cycle de l'examen périodique universel, notamment l'adoption du rapport final, le Togo est attendu en mars 2017 à Genève. Pour ce faire, le CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, et l'organisation UPR Info entretiennent les organisations de la société civile sur la mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel tenu le 31 octobre dernier à Genève, en Suisse. Et donc, des recommandations, pour le moment, provisoires ont été faites au Togo, jusqu'à ce que ça soit confirmé en mars. Et il était important pour les organisations de la société civile qui avaient participé au rapport ayant servi à formuler les recommandations. Donc, il était important pour ces organisations-là de chercher à communiquer autour, donc à diffuser les informations, à relayer les recommandations aux autres organisations de la société civile, pour permettre de voir ensemble comment on pourra interagir avec l'État
pour que les recommandations soient mises en œuvre. Le gouvernement togolais a accepté déjà un fort pourcentage de recommandations issues de l'examen périodique universel, va peut-être en accepter encore davantage d'ici le mois de mars, parce qu'au mois de mars, le gouvernement togolais devra se prononcer de manière définitive sur toutes les recommandations qu'il a reçues. C'est là que la société civile peut lui venir en aide et s'assurer que des partenariats sont établis en bonne intelligence entre les deux acteurs. Le gouvernement togolais se réjouit de cette forte mobilisation de la société civile autour de l'adoption du rapport définitif de l'examen périodique universel. La taille de l'enjeu suggère donc un travail collectif, soutenu et sans relâche. Le présent atelier vient donc à point nommé. Et c'est avec une totale satisfaction que je note qu'au fond, il vise le maintien et l'amélioration du climat de confiance et de juste apposition entre le gouvernement et la société civile pour la cause des droits de l'homme dans notre pays. Au total, 193 pays se sont présentés à Genève en octobre dernier pour l'évaluation de la situation des droits de l'homme, chacun en ce qui le concerne. Au Ghana voisin, quelques 15 millions d'électeurs étaient aux urnes ce mercredi pour le premier tour de la présidentielle. Un scrutin qui oppose le chef de l'État sortant, John Mahama, au principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, et 5 autres candidats. Les électeurs sont appelés à glisser leurs bulletins dans les urnes. Le Ghana a souvent été un exemple en Afrique pour son système démocratique et pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, 400 observateurs internationaux et plusieurs milliers d'observateurs locaux ont été mobilisés. Nous voulons que les Ghanéens puissent savoir si ces élections se déroulent dans de bonnes conditions ou pas. Et si ce n'est pas le cas, nous le ferons savoir. Plus de 66 000 agents de force de l'ordre sont déployés aux alentours des bureaux de vote. Ces derniers jours, la campagne a été marquée des violences. Dans la nuit de lundi à mardi, un militant du principal parti de l'opposition a été tué dans des heurts avec des partisans du président sortant. Les candidats à la présidentielle et leur soutien appellent au calme. Nous voulons continuer à profiter de la paix. Vote après vote, nous devons être capables de nous rassembler. Nous sommes tous Ghanéens, nous n'avons nulle part où aller en dehors du Ghana. Nous prêchons toujours la paix. Nous voulons que notre peuple vienne en masse pour voter pour notre président. Les Ghanéens attendent beaucoup de ce scrutin. Ils espèrent que leurs prochains représentants pourront redresser l'économie du pays et augmenter leur pouvoir d'achat. Et notez que les bureaux de vote sont fermés depuis quelques heures déjà du côté d'Accra et les résultats sont attendus pour demain jeudi soir. Amener ces militants à connaître leurs droits pour pouvoir mieux les défendre. Et là, nous sommes à Lomé du côté de Tchaoudjo, où le parti CDPA, Convention démocratique des peuples africains, a initié une formation à l'intention de ses militants. Une formation qui permettra donc aux populations sympathisants d'être outillées et formées sur les questions de décentralisation, démocratie et citoyenneté. Sur place, la correspondance de Lamarck Bodjona. Comment amener les militants à connaître leurs droits et savoir les défendre? La Convention démocratique des peuples africains, CDPA, forme ses militants de Tchaoudjo sur le sujet. La rencontre se veut un cadre de renforcement des capacités des membres de ce parti politique dans la préfecture de Tchaoudjo. Contribution de la CDPA au renforcement de la démocratie et à l'organisation des élections locales pacifiques au Togo. Ce programme est la phase du programme qui consiste à former des formateurs qui, de retour dans leurs villages et cantons et quartiers, donneront des formations à des populations de base sur les modules de démocratie, de l'état de droit, l'État et ses institutions et la décentralisation. L'objectif, c'est que nous visons à ce que nos populations soient assez outillées sur le processus de décentralisation qui est annoncé dans notre pays. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cette rencontre, notamment
la démocratie, la décentralisation, la citoyenneté, l'administration et services publics. Bientôt les fêtes de fin d'année, déjà le balai des dons aux enfants démunis a débuté et ceci grâce à la communauté chinoise résidant au Togo qui a offert des vivres et des jouets à l'agence de solidarité nationale des dons qui iront justement aux enfants démunis et aux orphelins. Le compte rendu de la cérémonie de remise avec Kwasi Glé et Robert Potogué. Pas une seule année où elle n'affiche sa générosité envers les enfants vulnérables du Togo à l'orée des fêtes de fin d'année. La communauté chinoise leur apporte son appui. Une solidarité traduite par la remise des lots de cartons de vivres et de non-vivres à l'Agence de solidarité nationale. Je salue le geste des ressortissants chinois résidant au Togo et je salue le travail du gouvernement togolais pour le soutien des orphelins et des enfants démunis du Togo. Et je souhaite que ça continue. Cet engagement de la communauté chinoise au Togo à être au chevet des couches vulnérables à chaque fin d'année résulte du dynamisme qui caractérise la coopération sino-togolaise. Je voudrais dire un sincère merci à l'ambassadeur de Chine au Togo, parce que grâce à son leadership, nous avons toujours eu à nos côtés les membres de la communauté chinoise qui nous ont toujours témoigné de leur solidarité et de leur générosité. Vous avez toujours été à nos côtés, que ce soit à la rentrée scolaire, que ce soit dans le cadre de catastrophes où nous sommes appelés à assister les sinistrés, que ce soit à l'occasion de Noël, vous avez toujours été à nos côtés. Ce don de la communauté chinoise, estimé à 7 millions de francs CFA, marque le démarrage de l'opération Noël solidaire 2016. Il sera bientôt convoyé dans tous les orphelinats du Togo. Voilà, c'est sur ce geste de solidarité, de générosité de la communauté chinoise aux orphelins togolais que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez à 22h30 Edem sous support pour la dernière édition du journal. Au revoir.